Vendredi 17 décembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Libye, l'opacité règne toujours à une semaine des élections présidentielles. La Libye serait-elle sur une poudrière? Élément de réponse dans un instant. Au Soudan, déploiement des troupes à la frontière avec l'Éthiopie, situation de plus en plus tendue entre Khartoum et Addis Abeba. « 141 millions, c'est le nombre de personnes touchées par la famine en 2020 dans le monde arabe, des chiffres glaçants révélés par le dernier rapport de l'ONU. Santé, mobilisation générale pour l'accélération des rappels vaccinaux en Europe, l'accélération du processus de vaccination et éventuel retour des restrictions de voyage. On en parle dans ce journal. Nous le disions à l'instant en titre, l'épouvantail du report menace de plus en plus les élections présidentielles en Libye. Dernière ligne droite avant le jour J et pourtant pas de liste définitive des candidats, pas de campagne présidentielle et une tension à fleur de peau. La Libye serait-elle sur une poudrière? Élément de réponse avec Leila Gartal. Ce qui était prévu fut. Les craintes d'un report inéluctable sont de plus en plus évidentes en Libye. Ni les conditions électorales, ni la situation sur le terrain ne prêtent à l'organisation d'élections sans risquer une confrontation directe. La menace d'un report, voire même d'une annulation, grandit au fur et à mesure que l'échéance électorale approche. Le 24 décembre, les Libyens doivent glisser leur bulletin dans une urne où il en ressortira le nom de leur futur président. Ceci est le scénario idyllique que toute la communauté internationale rêve de voir. Mais sur le terrain, l'équation est tout autre. D'abord, commençant par le premier couac, les opposants de l'Ouest rejettent ces élections par manque de transparence de la loi électorale, invoquent-ils. En revanche, les deux candidats en vue, Saif al-Islam al-Kadhafi et Khalifa Haftar, ont bien démontré en s'inscrivant dans le processus électoral qu'ils acceptaient de jouer le jeu démocratique du verdict des urnes. Alors, comment réussir à réduire cet écart gigantesque de point de vue entre les groupes armés massés à l'ouest et les troupes de Haftar dirigées par son adjoint à l'est qui attendent juste un signe pour agir sans qu'il n'y ait d'étincelles dans l'air? La reprise des combats n'est pas exclue, tout comme l'incertitude qui pèse sur ces élections. L'horizon électoral est de plus en plus flou. En somme, le danger plane. La liste des candidats n'est toujours pas publiée. Le calendrier électoral semble intenable. La campagne n'a même pas commencé. Et les 2 500 000 électeurs qui doivent voter vont voter dans un climat qui ne s'y prête guère. 39 pays africains réunis aujourd'hui à Istanbul pour le troisième sommet du partenariat Afrique-Turquie. Objectif pour la Turquie, lancer une nouvelle étape dans les relations avec l'Union africaine et les pays africains comme annoncé par le ministre turc des Affaires étrangères. Autre objectif affiché, faire le point sur le dernier plan conjoint Turquie-Afrique 2015-2019 et valider un nouveau programme de 5 ans. La santé, l'agriculture et l'éducation seront au cœur des échanges durant les 2 prochains jours. Au Soudan, la situation de plus en plus tendue entre Khartoum et Addis Abeba. Le pays annonce le déploiement davantage de troupes le long de la frontière avec l'Éthiopie. Un conflit territorial qui risque de prendre une ampleur régionale. Tinhinen Makassi. لحظة أمل رافقتها تطلعات ضخمة بساحة الحرية. قبل 10 سنوات احتفل الآلاف بميلاد جنوب السودان واستقلالها. Fin de la visite de 2 jours en Tunisie pour le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune qui, avant de regagner l'Algérie, a accordé une audience à la chef du gouvernement tunisien Najla Bouden. Cette dernière est revenue sur les importants axes abordés avec le président de la République et a encensé la qualité des relations bilatérales. Souhila Akilal.
Suite à l'audience accordée par le président de la République Abdelmajid Tebboune à la chef du gouvernement tunisien Najla Bouden, cette dernière a estimé que cette visite d'État était un franc succès compte tenu des accords signés entre les deux pays. J'ai évoqué aujourd'hui avec le président Abdelmajid Tebboune les importantes réalisations conjointes durant cette visite à la faveur de la signature de 27 accords, mémorandums et protocoles dans pratiquement tous les domaines de coopération. Cette visite établira les relations que nous voulons plus développer et en adéquation avec les échéances et les aspirations de nos gouvernements et peuples frères dans le contexte des défis communs. Najla Bouden est revenue par ailleurs sur la volonté commune de hisser les relations bilatérales à un plus haut niveau et a mis l'accent sur le rôle des régions frontalières dans le développement économique. Nous aspirons à ce que la coordination et le dialogue entre nos deux gouvernements continuent dans tous les domaines. Nous voulons nous concerter sur les questions urgentes, notamment le développement des régions frontalières, avec l'Algérie, pour en faire des pans de développement économique avec une vision commune. Avant de clore sa visite d'État, le président Abdelmajid Tebboune a rencontré des représentants de la communauté algérienne établie en Tunisie. Il s'est également recueilli à la mémoire des chouhadas tunisiens au carré des martyrs dans la région de Sijoumi. Et la Tunisie, justement, qui célèbre aujourd'hui la fête de la Révolution, célébrée d'habitude le 14 janvier. Le président de la République, Kais Saïed, avait auparavant décrété le 17 décembre comme étant la fête nationale de la Révolution. Le 17 décembre 2010, il y a 11 ans, le jeune Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant, s'immolait par le feu à Sidi Bouzid pour dénoncer les humiliations administratives, un geste qui entraînera la mobilisation populaire à l'origine du départ de l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali. Et on revient au Soudan où la situation est de plus en plus tendue donc entre Khartoum et Addis Abeba, le pays qui annonce le déploiement davantage de troupes tout au long de la frontière avec l'Éthiopie. C'est un sujet signé Tinhinen Makassi. En marge des conflits internes que traversent les deux pays, de vives tensions se font sentir entre Khartoum et Addis Abeba, conflits qui opposent les deux pays depuis plusieurs années. C'est un conflit frontalier majeur en raison du contrôle de la région d'Al-Fashara. Depuis plusieurs semaines, les deux pays s'accusent mutuellement d'ingérence et de provocation. Les deux pays n'arrivent pas à trouver une solution de paix à ce conflit frontalier dans cette région extrêmement fertile. Les problèmes entre le Soudan et l'Éthiopie ne s'arrêtent pas là. Les deux pays, en plus de l'Égypte, se disputent le contrôle du barrage de la Renaissance. Connu sous le nom du conflit du bassin du Nil, il ne cesse de s'intensifier de plus en plus, surtout avec les nouveaux réalignements régionaux de ces dernières années, notamment la scission du Soudan en deux pays, le nord et le sud. Les événements semblent s'accélérer et les observateurs parlent déjà de risques d'escalade de violence régionale. D'ailleurs, un an après la signature de l'accord de paix historique à Juba, Mohamed Hamdati, vice-président du Conseil de souveraineté soudanais, a annoncé la suspension de cet accord signé avec les rebelles soudanais. Ce qui vient mettre encore plus la région sous tension, surtout que les velléités de déstabilisation sont réelles. Après 2 années de bataille judiciaire, les ONG françaises et ougandaises qui, après avoir porté plainte contre Total pour non-respect de son devoir de vigilance, viennent de remporter une première bataille. L'affaire sera jugée devant le tribunal judiciaire de Nanterre en France. Décision prise par la Cour de cassation. Pour rappel, la multinationale française Total participe à la création d'un gigantesque oléoduc qui doit acheminer du pétrole de l'Ouganda vers la Tanzanie. Les ONG qui dénonce les violations des droits humains et les dégâts environnementaux causés par ce projet pétrolier. Souvenez-vous, au début du mois, la France, représentée par son président, a vendu 80 avions de chasse Rafale et 12 hélicoptères Caracal aux Émirats arabes unis. Dans un rapport paru récemment, la Fédération internationale des droits humains et ses partenaires apportent de nouvelles preuves des exactions commises par les Émirats arabes unis contre la population yéménite et des éléments de la complicité française. Sofiane Baroudi. La France vend des armes à plusieurs régimes. Le montant de la dernière transaction, 16,6 milliards d'euros. Une bouffée d'oxygène pour le complexe militaro-industriel de ce pays européen en perte nette de vitesse depuis un moment. Le plus gros contrat à composante militaire de notre histoire.
C'est ainsi que se réjouissait Emmanuel Macron, déjà en course pour sa réélection. Pourtant, un rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, en partenariat avec l'Observatoire des armements et l'association yéménite Mouatana, pointe clairement du doigt l'implication des forces armées émiraties dans des crimes de guerre. Le rapport de 60 pages a été publié dernièrement après un an d'enquête. Ce document dévoile les contours de l'alliance stratégique entre la vieille République et la principauté du Golfe. Des armements made in France auraient été utilisés pour les besoins de la répression intérieure ainsi que dans des opérations ayant entraîné des crimes de guerre, notamment au Yémen, où une coalition dirigée par les Émiratis est très engagée militairement, surtout dans le sud de ce pays arabe, soumis à un blocus terrible depuis 2015. L'entente belliqueuse entre Paris et Abu Dhabi ne se limite pas à ce théâtre d'opération. Pour rappel, une implantation militaire française est active aux Émirats et comprend 3 bases. Les révélations de cette enquête ne sont pas les premiers éléments qui pointent du doigt la responsabilité de la France dans des crimes de guerre. Dernièrement, la révélation de l'opération Sirli, impliquant l'armée française dans une affaire de bombardement de civils aux confins de la frontière entre la Libye et l'Égypte et ayant fait des centaines de victimes, avait mis dans la gêne la Grande Muette et bien embarrassé Paris, déjà dans une situation d'isolement diplomatique sans précédent. Les Houthis annoncent avoir abattu un avion espion de fabrication américaine dans le gouvernorat de Marib, dans le centre du Yémen. Déclaration faite par le porte-parole du groupe Houthi, Yahya Sari, qui précise que l'avion de fabrication américaine Scan Eagle menait des actions hostiles il y a quelque temps dans l'espace aérien de Wadi Ubaïdah, toujours dans le gouvernorat de Marib. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rendra dimanche au Liban pour une visite d'État de 4 jours. Le secrétaire général rencontrera des responsables gouvernementaux, dont le président Michel Aoun et le Premier ministre Najib Mikati, ainsi qu'un certain nombre de chefs religieux et de représentants de la société civile. L'occasion pour Antonio Guterres de réaffirmer le soutien de toute la famille des Nations Unies pour le pays et ses gens, d'après un communiqué des Nations Unies. Le monde arabe fortement touché par la famine. Près d'un tiers de la population de la région, soit 141 millions de personnes, a connu une insécurité alimentaire modérée ou grave en 2020. Des chiffres glaçants révélés par le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mohamed Amin Aberkan nous donne plus de détails sur ce rapport. Le dernier rapport établi jeudi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture tire désormais la sonnette d'alarme. Le rapport intitulé Proche-Orient et Afrique du Nord, aperçu régional de l'état de la sécurité alimentaire et la nutrition 2021, a constaté que le nombre de personnes souffrant de la faim dans la région a atteint 69 millions en 2020, alors qu'avant la pandémie Covid-19, 51,5 millions de personnes dans le monde arabe souffraient de malnutrition. Une augmentation significative selon Abdelhakim El-Ouad, sous-directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et représentant régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Les données et analyses présentées dans le rapport d'avant Covid-19 que 51,5 millions de personnes, soit 12% des populations, souffraient de malnutrition dans le monde arabe, soit une augmentation de 1,1 million par rapport à l'année 2019. À ce rythme, le nombre de personnes qui seront touchées par la famine augmentera sensiblement pour atteindre les 75 millions à l'horizon 2030. Il pourrait ne pas y avoir d'amélioration visible de la situation cette année, puisque les principaux facteurs de la faim vont encore s'aggraver. Selon le dernier rapport, près d'un tiers de la population de la région, soit 141 millions de personnes, a connu une insécurité alimentaire modérée ou grave en 2020, alors que l'année précédente, il y avait 10 millions de personnes en moins. Dans la région, les conflits restent l'une des principales causes de la faim, puisque celle-ci frappe environ 53,4 millions de personnes dans les pays et les zones touchées, soit plus de 6 fois que les autres pays.
Les autorités espagnoles qui annoncent l'arrestation d'un des barons de drogue les plus recherchés d'Europe. Le trafiquant marocain a été appréhendé lors d'une opération coordonnée entre les forces de l'ordre espagnoles et l'Europol. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Les autorités espagnoles ont annoncé le démantèlement d'un réseau international de trafic de drogue, notamment de cocaïne et de hashish. 17 personnes ont été arrêtées lors de l'opération, parmi lesquelles Fikri Amellah, marocain nationalisé espagnol, spécialisé dans la livraison de hashish dans les eaux internationales, bien qu'il était aussi impliqué dans le trafic de cocaïne. Les autorités espagnoles ont déclaré que le leader du réseau avait été arrêté lors d'une opération complexe impliquant la garde civile, la police nationale et la police européenne à l'aide d'une couverture aérienne. Selon les médias locaux, l'opération a débuté mardi à l'aube à l'aide d'un hélicoptère qui surveillait le quartier de Poble-sec dans la localité de Barcelone, qui serait le siège des opérations du réseau marocain dont le chef faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le fugitif a été localisé en coordination entre les autorités espagnoles et l'organisation de police européenne Europol. Une autre personne a aussi été arrêtée dans la ville de Vigo, dans la région de Galice. Selon la Guardia Civile, l'arrestation du réseau dirigé par Fikri Amellah, spécialisé dans le transport de hashish du Maroc vers la péninsule ibérique et dans le blanchiment d'argent, a permis de saisir près d'1 million d'euros en espèces, 10 véhicules de grande valeur, un bateau et des montres et bijoux d'une valeur de plus de 3 millions d'euros. Tout porte à croire que le réseau de trafic de drogue marocain opérait dans toute l'Espagne et servait d'intermédiaire entre les fournisseurs de cocaïne et de hashish du royaume et les revendeurs dans la péninsule ibérique. Santé vers une politique commune en Europe pour contrer l'avancée du variant Omicron. Tel est l'engagement pris par les 27 membres de la communauté européenne réunis à Bruxelles qui ont mis l'accent sur l'accélération du processus de vaccination et un éventuel retour des restrictions de voyage. Les détails avec Amine Touta. Au cœur des divergences politiques, un seul mot d'ordre qui crée la convergence entre les Européens, la lutte contre la pandémie du Covid-19 et la progression du variant Omicron. Les 27 membres européens réunis lors du sommet à Bruxelles se sont engagés à accélérer le processus de vaccination et la création d'une politique de coordination efficace contre le nouveau variant. La Commission européenne envisage de fixer à 9 mois la durée de validité du certificat vaccinal après une première vaccination. Sur le terrain, les procédures préventives ne se sont pas fait attendre. Certains pays du vieux continent, comme le Portugal, l'Italie ou l'Irlande, exigent désormais aux ressortissants européens de présenter un test PCR négatif à l'entrée du territoire. Démarche presque similaire entre Paris et Londres, où la France est en voie d'imposer le motif impérieux pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. En Europe, tout comme dans d'autres pays, les membres des 27 tentent de mettre en place le vaccin pour tous, pour espérer un tant soit peu stopper la propagation de la nouvelle souche qui a chamboulé les préparatifs des fêtes de fin d'année. Et au Royaume-Uni, justement, les records de contamination ne cessent d'être battus. 88 376 cas positifs enregistrés en 24 heures, une première depuis le début de la pandémie en 2020. Autre record, le nombre de doses de rappel injectées en une journée, 745 000. Le Premier ministre Boris Johnson avait annoncé l'accélération de la campagne de rappel vaccinal. Royaume-Uni toujours, mais pour parler politique à présent, le Parti conservateur britannique a essuyé une lourde défaite dans le North Shropshire, qui était pourtant l'un de ses bastions dans le centre de l'Angleterre. Selon les résultats d'une élection législative partielle publiée ce matin, un camouflet pour le Premier ministre Boris Johnson, déjà affaibli. Plus de détails avec MLM Zenzitouni. Un autre revers pour le locataire de Downing Street. Boris Johnson vient de perdre une législative partielle en Angleterre. La circonscription dans le North Shropshire est désormais entre les mains de la candidate libérale Helen Morgan pour la première fois depuis 2 siècles. 2 années après sa victoire aux élections générales, remportée par la promesse de réaliser le Brexit, le numéro 1 du gouvernement britannique risque une éventuelle crise de confiance au sein même de son parti, les conservateurs.
Une situation qui risque de fragiliser le statut de Boris Johnson au parti et dans le gouvernement. La désillusion de ce dernier rendez-vous électoral s'ajoute au dernier scandale de la dite fête privée, entravant ainsi les restrictions sanitaires et les accusations de corruption dans son parti. Cet enchaînement des événements autour de Boris Johnson survient dans un contexte sanitaire très délicat au Royaume-Uni, marqué par la propagation rapide du nouveau variant Omicron à quelques jours des fêtes de fin d'année. Tension entre la Russie et l'Ukraine, nouvelle mise en garde de l'OTAN et l'Union européenne à l'encontre de la Russie. L'administration du président américain Joe Biden exhorte ses alliés européens à accélérer la préparation d'un plan de sanctions économiques dissuasif à l'encontre du Kremlin, qui, de son côté, qualifie ces menaces de sanctions injustes et appelle aux négociations. Imen Merad. Les tensions entre Moscou et l'Occident ne semblent pas se dissiper. Jeudi 16 décembre, l'OTAN et l'Union européenne ont émis conjointement des avertissements à l'encontre de la Russie à l'issue d'un sommet à Bruxelles, menaçant Moscou de lourdes sanctions économiques sans précédent dans le cas d'une éventuelle occupation des terres ukrainiennes. Alors que la dite situation est au cœur des préoccupations du monde occidental et de Washington, de son côté, Moscou a annoncé mercredi 15 décembre avoir remis à l'administration de Biden une liste de propositions concrètes visant à élaborer des garanties juridiques pour la sécurité de la Russie, qui conteste tout élargissement subsidiaire de la coalition atlantique à des pays qui lui sont voisins, à l'instar de l'Ukraine. Dans ce contexte, Moscou a émis le souhait d'obtenir des garanties juridiques qui excluraient cette éventuelle possibilité à l'avenir. Pour rappel, le président russe Vladimir Poutine a déclaré suite à une réunion en visioconférence avec son homologue chinois Xi Jinping qu'après avoir appelé à des négociations immédiates avec l'OTAN et l'Union européenne en début de ce mois, il espérait que les propositions de Moscou seraient accueillies positivement. De leur côté, Washington et l'Union européenne incriminent Moscou d'avoir rassemblé des troupes aux frontières de l'Ukraine et maintiennent leurs menaces en cas d'agression. À Haïti, le bilan des personnes décédées suite à l'explosion d'un camion-citerne à Cap-Haïtien s'est alourdi. Il passe à 75 morts, 59 brûlés, dont 47 graves selon le directeur de la protection civile haïtienne. L'incident, pour rappel, s'est produit le 14 décembre lorsque le chauffeur du camion-citerne aurait tenté d'éviter une collision avec un taxi-moto perdant alors plutôt le contrôle de son véhicule qui s'est renversé et qui a explosé peu de temps après. Direction les Philippines où le super typhon Rai s'est abattu sur le pays, déracinant des arbres, arrachant des lignes électriques et inondant des villages à travers l'archipel. Le super typhon a fait au moins 12 morts d'après l'Agence nationale des catastrophes naturelles et la police. 2 personnes ont été blessées. Plus de 300 000 personnes ont fui leur domicile depuis jeudi et environ 18 000 étaient encore réfugiés dans des abris ce vendredi. Le typhon devrait s'éloigner dans la nuit de ce samedi et passer au-dessus de la mer de Chine méridionale en direction du Vietnam. La commission de la Chambre des représentants qui enquête sur les événements du Capitole du 6 janvier 2021 resserre son emprise sur l'ex-président Donald Trump et ses proches. La commission d'enquête veut entendre Mark Meadows, son ultime chef de cabinet. Mark Meadows qui pensait avoir évité le pire en partageant près de 9000 documents personnels avec le Congrès. Le dernier chef de cabinet de Donald Trump espérait ainsi éviter une convocation en bonne et due forme devant la commission d'enquête sur l'attaque du Capitole. Retour au pays à la 29e édition de la foire de la production algérienne où l'objectif primordial de l'événement est la nécessité d'améliorer la compétitivité du produit national en vue de faire concurrence aux produits étrangers. Un objectif qui s'inscrit dans la dynamique de relance de l'économie nationale hors secteur des hydrocarbures. Mohamed Wali Ben Chaben. De nombreux stands d'exposition rassemblent toutes les entreprises et PME, cultivateurs et entreprises algériennes des secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire proposant des produits bruts et autres transformés aux consommateurs algériens. L'objectif principal de cette manifestation est de rendre le produit national plus compétitif. Notre produit, la poudre de carreau, est un substitut du cacao.
Et l'Algérie actuellement importe des centaines de millions de dinars de cacao. Et nous espérons pouvoir substituer au moins 25% de ces importations. Parce que d'une part, notre produit est ce qu'on appelle un produit healthy, c'est que c'est un produit santé avec beaucoup de qualité par rapport au cacao. Et d'autre part, c'est un produit qui est nettement moins cher que le cacao. La solution consiste au développement de la compétitivité et de la capacité du produit national, de concurrencer le produit étranger, mais aussi de passer à l'exportation notamment. Dans la stratégie de l'entreprise, nous nous sommes dit que l'exportation poussait vers le haut. Donc ça nous a poussé à aller vers la qualité. Et la preuve en est que nous sommes déjà certifiés ISO 9001, FSC 22000, Bio, Halal et HACCP. Ça nous a permis de nous imposer sur nos pays cibles. Le secteur agricole qui a enregistré des chiffres records l'exercice courant en Algérie n'envisage pas de s'arrêter là, puisque l'agriculture moderne intéresse d'ores et déjà les producteurs. Le but de cette foire, c'est d'avoir les opportunités pour les autres entreprises, de nous aider, de nous donner le chemin pour y aller plus loin. L'État algérien souligne le plein soutien du gouvernement aux projets d'investissement réalisés localement, afin de diversifier les ressources de l'économie nationale. Sport, football avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Et un report éventuel est épargné. Une chose est sûre, la Confédération africaine de football a décidé de mettre en place un protocole. Séance de rattrapage pour le pays qui s'était vu retirer l'organisation de l'édition 2019 au profit de l'Égypte pour cause d'impréparation. Et donc le pays est sous le coup de cavale médiatique et propagande. Ce n'est ni la première rumeur, ni probablement la dernière sur un éventuel report, mais la résurgence des mesures sanitaires en raison de l'émergence du variant Omicron oblige à prendre au sérieux le danger qui pèse sur les plus grandes des compétitions africaines de football. 24 équipes nationales y participent avec un seul objectif, celui de succéder à l'Algérie, le champion en titre sortant au palmarès de la compétition africaine. Cinéma avec Disney+, qui a mis en ligne le premier trailer d'une mini-série française centrée sur l'affaire Melik Oussekine, un jeune étudiant tué par la police française dans l'un des événements les plus marquants des années 80. Amira Pecha. Le 6 décembre 1986, Melik Oussekine mourait sous les coups de forces de l'ordre français. Cette nuit-là, Melik était au cœur des manifestations contre le projet de loi sur la réforme des universités. Dès le lendemain, les étudiants ont organisé une marche silencieuse, tandis que le ministre délégué de l'époque avait présenté sa démission. 35 ans plus tard, Disney+ porte l'affaire Ouskine à l'écran. Composée de 4 épisodes de 60 minutes, cette adaptation est la première fiction à se pencher sur le terrible événement qui a conduit la mort du jeune Melik. La série nous plonge dans les années 80 et nous raconte le combat de la famille Ouskine pour obtenir justice à leur cause. Le casting est de grande qualité. En plus de Hiam Abbas, dans le rôle de la mère de Melik Oussekine, on retrouve Kad Merad ou encore Saïd El-Halmi dans le rôle de Melik. Créé par le réalisateur Anthony Chevrolier, il souhaite montrer à travers cette série la résonance intemporelle de certains sujets importants, tels que la quête de justice, le travail de deuil, mais aussi le lien des fratries face au drame de la vie. Cette série historique fait partie des premières productions françaises destinées à Disney. La sortie est attendue dans tous les pays. La diffusion est prévue pour 2022. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Emel Ameziane Zitouni. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.